Prisca Thévenot, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Ce matin, en Conseil des ministres, le projet de loi qui va prolonger le pass sanitaire va passer. Prolonger jusqu'en juillet. Est-ce bien nécessaire ? Alors, il s'agit effectivement de rappeler que, heureusement, nous sommes en train d'arriver à une situation où le virus semble prendre légèrement et très sincèrement du recul, de façon assez pérenne, mais on sait aussi, après 2 ans de Covid, qui peut réapparaître de façon assez dramatique et brutale, notamment pour des raisons de saisonnalité. Donc il s'agit de pouvoir se prémunir si jamais ça devait arriver et de pouvoir réactionner très rapidement les dispositifs en place. On pourrait le prolonger jusqu'en février et puis voir au coup par coup. Là, on a l'impression que le gouvernement veut imposer ce pass pour garder le contrôle de la population. Il s'agit de garder le contrôle du virus, effectivement. Parce que, encore une fois, le virus peut revenir très brutalement. Et on le sait très, très rapidement qu'on l'a vu en juillet. S'il s'agit de convoquer tout de suite l'Assemblée nationale pour faire voter une loi très rapidement, ce n'est pas très sain pour le fonctionnement de la démocratie, mais surtout pour la compréhension des Français. L'autre souci des Français en ce moment, c'est le prix du carburant qui flambe. Est-ce qu'il ne faut pas diminuer les taxes immédiatement et ne pas attendre que les distributeurs fassent preuve de bonne volonté, comme le demande Barbara Pompili ? Alors vous n'êtes pas sans savoir, justement, vous avez fait un tour ce matin à l'Assemblée nationale, qu'en ce moment se discute, se débat le projet de loi de finances. Donc si des mesures doivent être prises, elles doivent être prises dans ce temps-là. Ces débats ils vont avoir lieu pendant la semaine, mais également sur les 10 jours qui vont suivre. Donc je pense que si effectivement il doit y avoir des mesures sur la baisse de taxes, il faut le faire. Rappelons déjà que depuis 2018, les taxes sur le prix des carburants n'ont pas augmenté. Vous allez me dire, c'est pas suffisant, je vous l'accorde. Si si le prix devait continuer à augmenter et parlons clairement, à flamber, oui, et d'ailleurs Jean Castex l'a annoncé, des mesures seraient prises. Le président de la République a annoncé hier un grand plan d'investissement, 30 milliards pour la France de 2030. On est à 6 mois de la fin du mandat. Est-ce que c'est bien sérieux d'annoncer un tel plan ? C'est un plan de début de quinquennat ? Ce qui ne serait pas sérieux, c'est d'arrêter d'agir même à 6 mois de la fin du mandat. Effectivement, on a l'habitude de dire que la dernière année du quinquennat c'est quand même que 5 ans, le président en place est en campagne. Très bien, si les gens voient ça comme être en campagne, c'est pas un sujet. Le sujet est plutôt de dire, portons des ambitions, portons une démarche de conquérant pour la France de demain. Est-ce que ça veut dire que rien n'a été fait jusqu'à présent au cours des 4 premières années ? Pas du tout, notamment sur un sujet dont on vient de parler en début de billet, qui est le sujet sanitaire. Un grand plan sanitaire a été mis en place, qui s'appelle le plan hôpital de 19 milliards, qui permet de répondre aux besoins urgents du moment, mais également de se projeter en désendettant massivement nos hôpitaux. La France n'a pas cet argent, le président l'a dit, il sera levé sur les marchés, c'est-à-dire emprunté. Est-ce bien raisonnable d'endetter encore un peu plus la France ? Alors justement, il ne s'agit pas simplement de dépenser pour du fonctionnement, mais il s'agit d'investir. Et c'est d'autant plus important à l'heure où, comme vous l'avez dit, nous avons été endettés, mais endettés parce qu'on en avait besoin pour faire face à la crise sanitaire. Et donc il faut se créer des relais de croissance. C'est par cette croissance qu'on arrivera à financer notre endettement. Et il va falloir, face à cet endettement de la crise sanitaire, des relais de croissance extrêmement importants. L'un de ces relais de croissance, c'est le nucléaire. Le président a évoqué ce point hier. Il veut le développement de petites centrales, ce qu'on appelle en anglais les SMR, acronyme qui veut dire mini-centrales nucléaires. Ouais. Alors, c'est un peu contradictoire. Vous avez fermé Fessenheim et vous voulez maintenant développer des centrales nucléaires ? C'est absolument pas contradictoire, mais effectivement, on peut se dire très rapidement, on ferme pour réouvrir, on dépense de l'argent pour rien. On pourrait le dire. En réalité, Fessenheim, c'était la plus ancienne centrale nucléaire en France. Donc son coût de fonctionnement était extrêmement important. Et par ailleurs, il avait été décidé sur le quinquennat d'avant. Attention, il ne s'agit pas là pour moi de déresponsabiliser le quinquennat actuel, mais il avait été décidé de commencer son démantèlement. Donc c'était juste une suite logique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous revenons sur le principe du nucléaire ? Pas du tout. Au contraire, il faut aussi être capable de moderniser cette filiale qui, rappelons-le, est une filiale d'excellence pour la France. 7 milliards de bénéfices en excédent commercial pour la France juste sur la filière nucléaire. Alors est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, notamment pour faire fonctionner ces millions de véhicules électriques que le président appelle de ses voeux ? Éric Ciotti, hier matin à votre place, disait qu'il faut aussi lancer les 6 EPR que réclame EDF. Est-ce que vous ferez également les grands EPR en plus des petites centrales ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire aujourd'hui ici, parce qu'effectivement, je ne suis que porte-parole de la majorité présidentielle. Mais oui, il s'agit, et on le disait justement au début, nous avons de grosses problématiques sur notre dépendance énergétique, notamment sur les carburants. Donc nous devons absolument pouvoir développer une indépendance aussi sur nos mobilités individuelles qui sont la voiture. Donc l'électrique doit être absolument développé, mais l'électrique en soi et tout seul ne sert à rien si à côté, nous ne proposons pas d'autres relais de croissance, notamment l'hydrogène. Et c'est ce qui a été annoncé hier par le président de la République et qui a été mis en place d'ailleurs dès la mise en place du plan de relance avec 9 milliards sur l'hydrogène vert. Mais pour faire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité pour faire la pyrolyse, pour faire l'hydrolyse et donc
Et donc, il faut des centrales nucléaires et des Oui. grandes. Mais il en faut... Alors, encore une fois, s'il en faut des grandes et des petites ou que des petites, là, je laisserai effectivement les experts le dire. Mais bien évidemment, nous allons aller vers du nucléaire. Et c'est évident. Nos relais de croissance et notre indépendance énergétique, passera par le nucléaire. Le chef de l'État veut aussi explorer les grands fonds marins. Les écologistes se dressent tout de suite en disant attention, si c'est pour nuire à la biodiversité, ça n'est pas intéressant. Quel est le but du président? Avoir une puissance géopolitique par les fonds marins ou préserver l'environnement? Les deux. Les deux, mon capitaine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres et les différentes ambitions, mais rappelons qu'effectivement, la géopolitique est extrêmement importante et avec des enjeux extrêmement prenants. On l'a vu notamment avec l'histoire des sous-marins, mais on le voit aussi avec des grandes puissances qui sont en train de s'affronter. Est-ce que la France doit rester spectateur? Je ne crois pas. Et nous ne le voulons pas. Nous devons être pleinement acteurs de ces ambitions géopolitiques, tout en ayant un point très simple, préserver notre biodiversité et notre environnement. Et ne pas le faire juste simplement sur nos territoires, qu'ils soient marins ou terrestres, mais le faire de manière plus générale. Demain, le président de la République sera chez vous, en Seine-Saint-Denis, pour parler des Jeux Olympiques. Le 9-3, comme on dit, est-ce que c'est le département du grand remplacement, pour reprendre les mots d'Éric Zemmour? Déjà, qu'est-ce que le grand remplacement? Je ne suis pas convaincue que la France soit un pays où la majorité de la population n'ait pas une origine immigrée. Nous sommes un pays avec une grande diversité, une grande richesse. Par contre, est-ce que cette grande diversité, cette grande richesse doit venir oublier nos traditions, oublier nos valeurs? Là, la question se pose. Et oui, nous devons en permanence continuer à protéger nos valeurs, protéger nos traditions. Et un peu, excusez-moi de faire la comparaison, mais c'est un peu dans cette démarche-là qu'a été annoncée hier France 2030. À savoir, permettons à nos traditions, à nos valeurs, de rentrer dans cette modernité. Et arrêtons de les opposer. En Seine-Saint-Denis, nos traditions, nos valeurs, elles sont encore préservées? J'en viens, moi, du 93, et j'ai pas l'impression d'être en opposition avec nos traditions, nos valeurs. Est-ce que, par contre, il y a des sujets extrêmement importants sur ces territoires, comme d'autres d'ailleurs, mais est-ce qu'il y en a? Bien évidemment. Et c'est ça qu'il faut retravailler. Il faut retravailler la mixité, il faut retravailler le bâti. En réalité, il y a énormément de choses à faire. Et vous parliez justement des Jeux. Alors, je ne dis pas que tout passera par les Jeux 2024, mais ça peut être aussi un fabuleux moment de refaire nation. Parce que ce qui manque dans ces territoires, en réalité, c'est le sentiment de refaire nation, d'appartenir à la France. Espérons que les gens fassent partie. Éric Zemmour, mais aussi Éric Ciotti, hier à votre place, ils sont pour le droit du sang, qu'on ne soit français que si on a des parents français. Est-ce que vous seriez française dans ces conditions-là? Et qu'avez-vous à leur répondre? Alors moi, pour être sur ma question à moi, oui, j'aurais été française, mais parce que mes parents ont été naturalisés avant que je naisse. Donc on voit à quel point son argument, il tient pas si on va jusqu'au bout. Non, l'attachement à une nation se fait par l'attachement à ses valeurs, à ses traditions, à la volonté de s'inscrire dans cette démarche-là. On aurait très bien, on va prendre mon cas par exemple, mes parents sont venus en France pour étudier en France, ils auraient très bien pu dire, je prends l'enseignement, je prends le savoir académique et on rentre entre guillemets au pays. Ils ne l'ont pas fait, pourquoi ? Parce qu'ils ont un profond amour et attachement à la France. Par contre, attention, ce dont on doit parler, et dont ils parlent très peu, c'est le droit d'asile. Aujourd'hui, on a un droit d'asile en France qui est complètement dévoyé. Et sur ça, bien évidemment, il faut avoir aujourd'hui la légitimité d'en parler sans avoir à faire du populisme primaire. La droite aura un candidat unique en décembre. Marine Le Pen étant affaiblie par Éric Zemmour, eh bien, la droite espère se qualifier pour le second tour. Honnêtement, un second tour, par exemple Macron-Xavier Bertrand ou Macron-Valérie Pécresse, c'est pas gagné pour votre président. Je pense qu'avant tout, il va falloir voir ce qui se passe à droite, comme vous dites. Parce qu'on dit à droite, moi je pense que c'est les droites. Aujourd'hui, on est en octobre, on se dit que même la semaine prochaine, même la semaine d'après, même le mois d'après, on ne saura toujours pas qui est le candidat de la droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des droites. On voit bien que les différents projets proposés par les différents candidats ne sont pas les mêmes. Et que d'ailleurs, on n'arrive même pas à savoir s'ils arriveront à faire campagne les uns derrière les autres une fois que cette primaire, ce congrès, je ne sais pas, cette réunion de famille sera organisée. Donc, je pense que, et je vais le dire très clairement, je ne suis pas pour, et pas du tout pour, une présidentielle Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour. Moi, j'espère qu'il y aura un Macron-droite ou Macron-gauche. A priori, ça sera plutôt droite. Mais encore faut-il que cette droite s'entende entre les hommes et les femmes, mais aussi sur le projet. Et pendant ce temps-là, à quoi sert La République En Marche, votre parti? Votre président n'est pas encore candidat, vous pédalez dans le vide? Non, justement, nous avons la chance de ne pas nous poser des questions sur qui sera notre leader, qui portera nos projets. Donc nous, en ce moment, et depuis le mois de septembre, nous avons pu, parce que aussi la crise sanitaire, effectivement, recule,
retrouver le chemin des marchés, des Français. Nous allons à leur rencontre, nous allons leur parler, nous allons échanger avec eux. Et justement, pas parler de nous, mais parler d'eux. Parler pour eux et de savoir ce qu'ils attendent pour demain, mais également aussi. Et il faut le faire de façon très humble, leur demander ce qu'ils ont pensé de ces 4 dernières années. Un sondage terrible a été mené dans 16 pays européens pendant 2 ans. Il montre que 20% des Européens ont encore des préjugés antisémites. Et ça monte beaucoup plus haut en Grèce, en Hongrie, en Pologne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'aimerais tellement avoir la réponse. Alors là, vraiment, j'aimerais avoir la réponse. Je pense que déjà, il faut partir du principe que nous avons, de manière malheureusement assez importante, une résurgence de tous ces sujets. On le voit même en France, soyons très honnêtes. Peut-être qu'on le dit un peu moins, peut-être qu'on le voit un peu moins dans les sondages, parce que les gens ont peut-être un peu plus de gêne à le dire. Mais ces sujets arrivent de manière extrêmement Il faut importante. punir, il faut faire de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux. Mais attention, ne pas commencer à être dans un système de victimisation. Vous parliez du sujet du 93 tout à l'heure. Bien évidemment qu'il y a un relent antisémite dans certains quartiers. Est-ce que c'est lié au fait que c'est fondamentalement un mal français, ou c'est parce qu'on se fait aussi, entre guillemets, coloniser par des idéologies, par des idées qui viennent d'ailleurs? Je pense que tout ça doit être regardé avec lucidité, avec d'une part de la pédagogie, mais également énormément de fermeté quand les actes sont déjà faits. Un dernier mot, Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, est mort. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune femme de votre génération, les compagnons de la Libération ? C'est l'instant pour se replonger. Effectivement, rendre hommage, se rappeler. Moi, pour être très clair, quand j'ai vu la nouvelle hier, je ne savais pas qui était Hubert Germain. Et donc, on a aujourd'hui aussi, on en parle beaucoup, des réseaux sociaux qui nous permettent pas seulement d'aller sur TikTok, d'écouter des billets d'humour, soit très important, mais aussi de pouvoir refaire corps avec cette histoire. Et donc, hier, quand j'ai appris la nouvelle, on était avec quelques autres personnes, et puis on est replongé dans ce parcours exemplaire. D'histoire. Voilà. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui est important. Aujourd'hui, faire nation, c'est effectivement regarder notre tradition, regarder notre histoire, mais ne pas s'arrêter à ça, et être capable de se projeter et de nous demander qui seront nos rôles demain, nos rôles modèles de demain. Prisca Thévenot, merci, bonne journée.